Un intello martyrisé, poussé à bout, devint le bagarreur le plus craint du lycée Mathieu, avait toujours été l'élève modèle, encensé par les profs et envié par ses camarades. Mais derrière ses notes exceptionnelles et son comportement poli se cachait une réalité étouffante. Chaque jour, après les cours, il rentrait chez lui pour affronter les attentes implacables de son père. La moindre petite erreur était accueillie par des critiques acerbes, parfois même de la violence. Son père le traitait comme une machine conçue uniquement pour produire des notes parfaites, sans jamais voir le garçon qui se brisait lentement sous la pression. Le stress constant écrasait Mathieu de l'intérieur. Il avait l'impression de se noyer dans un océan d'attente, cherchant désespérément de l'air qui ne venait jamais. Ce n'est que lorsque sa famille a déménagé à l'autre bout de la ville et qu'il a été transféré au lycée Jean Jaurès, un établissement réputé pour son ambiance rude, que quelque chose a commencé à changer en lui. Pour la première fois depuis des années, Mathieu a ressenti un étrange sentiment de possibilité. Le premier jour, la prof principale, Madame Dubois, lui a donné un avertissement qui s'avérerait prophétique. « Fais profil bas et ne te fais pas remarquer », a-t-elle dit doucement. Surtout avec Kevin Le Goff. C'est un fauteur de troubles et il n'aime pas les élèves qui se croient supérieurs aux autres. Kevin Le Goff était exactement le type d'élève que Mathieu n'avait jamais rencontré dans son précédent lycée UP. Grand, agressif et toujours entouré d'une bande de suiveurs, Kevin régnait sur la classe de seconde par l'intimidation. Il avait une haine particulière pour les élèves qui montraient le moindre signe de réussite scolaire, les considérant comme des menaces à sa domination sociale. Mathieu a essayé de suivre les conseils de sa prof, mais le destin en avait décidé autrement. Pendant le déjeuner de son deuxième jour, en passant devant la table habituelle de Kevin, Mathieu l'a accidentellement bousculé, faisant tomber le baladeur de Kevin par terre. La cantine s'est tue, tandis que Kevin ramassait lentement l'appareil, l'examinant pour voir s'il était endommagé. « Tu te crois trop bien pour cet endroit ?» La voix de Kevin était basse et menaçante. « Tu te promènes ici comme si tu étais chez toi ?» Mathieu voulait s'excuser, désamorcer la situation, mais quelque chose dans le ton de Kevin lui rappelait la voix de son père pendant ses séances de travail brutales. Le même ton condescendant, la même violence à peine contenue. Sans réfléchir, Mathieu s'est redressé, croisant directement le regard noir de Kevin. « J'ai dit que j'étais désolé », a répondu Mathieu, sa voix stable, malgré le tremblement de ses mains. La cantine a explosé en chuchotements. Personne n'avait jamais vu le nouveau se tenir tête à Kevin Le Goff. Le visage du tyran est devenu rouge de honte et de rage. Sans avertissement, il a violemment poussé Mathieu, le faisant trébucher en arrière. « T'es dingue ou quoi ?» a grogné Kevin, avançant vers Mathieu. « T'as la moindre idée à qui tu t'attaques ?» Mathieu n'a pas riposté. Il n'avait aucune expérience des affrontements physiques. Et malgré la colère qui montait en lui, il espérait toujours éviter l'escalade. Mais Kevin n'en avait pas fini. Après les cours, alors que Mathieu marchait vers l'arrêt de bus, il a trouvé son chemin bloqué par Kevin et 3 de ses potes. « Tu m'as humilié devant tout le monde », a dit Kevin en sortant son téléphone. « Maintenant tu vas payer pour ça, donne-moi ton numéro. » Mathieu a obtempéré à contre-cœur, ne voulant pas aggraver la situation. Kevin lui a immédiatement envoyé un texto. « T'as 10 secondes pour répondre à chaque message que je t'envoie, sinon ça va très mal se passer pour toi. » Mathieu l'a fusillé du regard et s'est éloigné sans répondre. Le lendemain matin, en se préparant pour l'école, il a entendu son père lui hurler dessus depuis le rez-de-chaussée à propos de ses dernières notes. Dans le chaos de la routine matinale, il a complètement oublié la menace de Kevin. Quand il est arrivé à l'école, Kevin l'attendait, furieux du message ignoré. En guise de punition, Kevin a arraché les écouteurs des oreilles de Mathieu et a saisi son baladeur, un vieil appareil qui avait appartenu à son frère aîné décédé. « Maintenant, c'est à moi », a déclaré Kevin, tenant l'appareil haut au-dessus de sa tête. « Peut-être que la prochaine fois, tu apprendras à montrer un peu de respect. » Le baladeur était le bien le plus précieux de Mathieu. Son frère le lui avait donné avant sa mort, lui disant que la musique pouvait le transporter dans un monde où la voix de leur père ne pouvait pas l'atteindre.
Le voir entre les mains de Kevin a déclenché quelque chose de primal en Mathieu. « Rends-le-moi », a dit Mathieu, sa voix à peine audible. Kevin a ri et a délibérément jeté l'appareil par terre, piétinant dessus avec sa botte. « Qu'est-ce que tu vas faire, le génie ?» Le bruit du plastique qui craquait sous le pied de Kevin a résonné comme un coup de feu dans l'esprit de Mathieu. Toutes les années de rage refoulée, toutes les nuits de larmes silencieuses, tous les moments où il avait voulu crier mais n'avait pas pu, tout a éclaté d'un coup. Mathieu s'est jeté en avant, son poing atteignant la mâchoire de Kevin avec une force surprenante. Kevin a trébuché en arrière, choqué par l'attaque soudaine. Mais Mathieu n'en avait pas fini. Il s'est jeté sur le tyran avec le désespoir d'un homme qui se noie et se bat pour respirer. Ils se sont écroulés au sol, roulant et se frappant avec un abandon sauvage. Mathieu s'est battu comme si sa vie en dépendait, s'accrochant à Kevin et utilisant son poids pour le maintenir au sol. Les autres élèves ont formé un cercle autour d'eux, encourageant et enregistrant avec leur téléphone. Mathieu n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant. La libération pure et brute de se défendre enfin. Quand Kevin a essayé de se relever, Mathieu l'a rabattu avec une violence qui a surpris tout le monde, y compris lui-même. Quand les profs sont arrivés pour séparer la bagarre, Kevin était au sol, incapable de se tenir debout. Mathieu a lentement ramassé les morceaux de son baladeur cassé, ses jointures ensanglantées et sa chemise déchirée. Pour la première fois depuis des années, il a souri. Après les cours, Mathieu était assis seul dans sa chambre, repassant la bagarre dans sa tête. La montée d'adrénaline, le sentiment de puissance, le regard de peur dans les yeux de Kevin. C'était enivrant. Il avait découvert quelque chose sur lui-même ce jour-là, quelque chose de sombre et d'exaltant. Ce soir-là, en dînant avec sa famille, la mère de Mathieu a remarqué les contusions sur ses jointures. Quand elle lui a posé des questions à ce sujet, il a menti, disant qu'il était tombé dans les escaliers. Son père, comme d'habitude, était plus intéressé à discuter des performances scolaires de Mathieu que de son bien-être physique. « Tes notes baissent », a dit froidement son père. « Je me fiche des distractions que tu rencontres dans ce lycée. Ton seul travail est d'étudier et de réussir. » Mathieu a acquiescé en silence, mais à l'intérieur, il sentait une nouvelle forme de rébellion se réveiller. La bagarre avec Kevin avait réveillé quelque chose en lui qui ne pouvait pas être facilement réprimé. Le lendemain au lycée, Mathieu a été approché par un garçon discret nommé Alexandre Chen. Alexandre avait regardé la bagarre depuis la touche, et contrairement à la plupart des élèves qui craignaient de s'impliquer dans les conflits de Kevin, il semblait sincèrement impressionné par le courage de Mathieu. « C'était incroyable hier », a dit Alexandre, marchant aux côtés de Mathieu vers leur prochain cours. « Je n'ai jamais vu personne tenir tête à Kevin comme ça. La plupart des gens le laissent simplement les malmener. » Mathieu a étudié Alexandre avec attention. Le garçon était petit et mince, avec des yeux intelligents derrière des lunettes à monture métallique. Il ressemblait au type d'élève qui serait normalement la cible des tyrans. Et pourtant il se tenait avec une confiance tranquille qui intriguait Mathieu. « Pourquoi tu me dis ça ?» a demandé Mathieu. « Parce que je pense que tu as du potentiel », a répondu Alexandre. « Et parce que je déteste les tyrans plus que tout au monde. » Avant que Mathieu ne puisse répondre, ils ont été interrompus par l'arrivée de Théo Dupont, un élève de première qui était connu dans tout le lycée comme le bras droit de Kevin. Théo était plus grand et plus musclé que Kevin, avec la réputation de régler les différends avec ses poings. « T'es le nouveau qui se croit dur », a dit Théo, bloquant leur chemin. « Kevin m'a tout raconté sur toi. Il veut te voir après les cours. » Mathieu a senti son rythme cardiaque augmenter, mais pas de peur. La perspective d'une autre bagarre le remplissait d'une anticipation qu'il trouvait à la fois troublante et excitante. « Dis à Kevin que je serai là », a dit Mathieu, surprenant à la fois Théo et Alexandre. Alexandre a saisi le bras de Mathieu alors que Théo s'éloignait. « T'es fou ou quoi? Théo fait de la boxe depuis qu'il a 8 ans. Il va te démolir. »« Peut-être, » a dit Mathieu, mais il était déjà en train de planifier sa stratégie. « Mais je ne suis plus la même personne qu'hier. » Après les cours, Mathieu a rencontré Théo sur le terrain vague derrière le lycée. Une petite foule s'était rassemblée,
y compris Kevin, qui était impatient de voir sa humiliation vengée. Théo n'a pas perdu de temps, lançant immédiatement une série de coups rapides qui ont pris Mathieu au dépourvu. Les premiers coups ont porté fort, et Mathieu a réalisé que Théo était effectivement doué. Mais au fur et à mesure que le combat progressait, Mathieu a commencé à s'adapter. Il a étudié les schémas de Théo, cherchant des ouvertures et des faiblesses. Quand Théo a lancé une combinaison particulièrement agressive, Mathieu s'est baissé et a balayé ses jambes, faisant tomber le grand garçon au sol. La foule a halté alors que Théo luttait pour se relever. Mathieu ne lui en a pas laissé la chance. Il s'est jeté sur Théo, faisant pleuvoir des coups de poing jusqu'à ce que l'autre garçon cesse de se défendre. Quand c'était fini, Mathieu se tenait au-dessus de son adversaire vaincu, respirant fortement mais victorieux. Kevin a regardé Mathieu avec un mélange de peur et de respect. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. « Si, c'est fini », a répondu Mathieu, sa voix froide et définitive. « Et si tu touches encore à mes affaires, je ferai en sorte que tu le regrettes. » La nouvelle des victoires de Mathieu s'est rapidement répandue dans le lycée. Les élèves qui l'avaient auparavant ignoré le regardaient maintenant avec des yeux curieux. Certains l'approchaient avec respect, d'autres avec peur. La transformation était enivrante. Alexandre est devenu le compagnon constant de Mathieu, offrant des conseils et du soutien. « Tu es en train de devenir quelqu'un de spécial », lui a dit Alexandre un après-midi. « Mais tu dois faire attention. Un pouvoir comme celui-ci peut être addictif. » Mathieu a balayé les inquiétudes d'Alexandre. Il se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. La pression constante de son père semblait plus gérable quand il avait un exutoire pour sa frustration. Se battre était devenu son échappatoire, sa façon de se prouver qu'il n'était pas impuissant. Mais sa nouvelle réputation s'accompagnait de nouveaux défis. Vincent Dubois, un élève de terminale avec des liens avec des gangs de rue, a décidé que Mathieu devenait trop influent. Vincent contrôlait la plupart des activités illégales au lycée Jean Jaurès et il voyait Mathieu comme une menace potentielle à son autorité. Un après-midi, Vincent a coincé Mathieu dans la salle de musique du lycée. « J'ai entendu des choses intéressantes sur toi », a dit Vincent, sa voix faussement calme. « Certains pensent que tu es le nouveau roi de ce lycée. » Mathieu a évalué son adversaire avec attention. Vincent était plus âgé, plus expérimenté et avait la réputation d'une violence extrême. Mais Mathieu avait appris à embrasser la peur, à l'utiliser comme carburant pour son agressivité. « Je ne veux être le roi de rien », a dit Mathieu. « Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Vincent a ri, un son dépourvu d'humour. « Ça ne marche pas comme ça. Tu t'es fait une cible en tabassant mes associés. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. » Le combat qui a suivi a été le plus brutal que Mathieu ait connu. Vincent était doué, vicieux et totalement sans pitié. Il a utilisé toutes les sales combines qu'il connaissait, ciblant les blessures précédentes de Mathieu et essayant de briser son esprit avec une guerre psychologique. « T'es comme tous les autres wannabes durs », a raillé Vincent en lui assénant une série de coups de poing dans les côtes. « Tu te crois spécial parce que tu peux tabasser quelques gamins ? Attends de rencontrer la vraie violence. » Mathieu a encaissé les coups, attendant son opportunité. Quand Vincent s'est trop étendu lors d'une attaque particulièrement agressive, Mathieu l'a attrapé et ils ont tous les deux traversé une fenêtre tombant au sol. L'impact a étourdi Vincent assez longtemps pour que Mathieu prenne le dessus. Le combat s'est terminé avec Vincent inconscient et Mathieu debout au-dessus de lui, le visage couvert de sang mais les yeux brillants de triomphe. Il avait vaincu le tyran le plus craint du lycée, s'établissant comme le nouvel alpha. Mais la victoire a eu un prix. Les notes de Mathieu ont commencé à baisser alors qu'il passait plus de temps à penser à se battre qu'à étudier. La colère de son père a atteint de nouveaux sommets et les confrontations à la maison sont devenues de plus en plus violentes. Sa mère, qui avait toujours été passive, a commencé à montrer des signes d'une inquiétude sérieuse. « Qu'est-ce qui t'arrive » a-t-elle demandé un soir après l'avoir trouvé en train de s'entraîner à des techniques de combat dans sa chambre. « Tu deviens quelqu'un que je ne reconnais pas. » Mathieu voulait expliquer.
lui parlait de la liberté qu'il ressentait quand il se battait, de la façon dont la violence était devenue son seul moyen d'expression. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, il a simplement dit « Je deviens enfin celui que je suis censé être ». La situation à la maison s'est encore détériorée quand son père a découvert l'étendue de l'implication de Mathieu dans la violence scolaire. Lors d'une dispute particulièrement vive, son père a menacé de l'envoyer dans une académie militaire et sa mère a finalement brisé son silence. « Ça suffit !» a-t-elle crié, se plaçant entre eux. « Je ne te laisserai pas détruire un autre fils avec ton obsession de la perfection. » La référence au frère décédé de Mathieu planait lourdement dans l'air. Son frère avait également été victime des normes impossibles de leur père, finissant par se suicider quand la pression était devenue insupportable. Le baladeur que Mathieu chérissait tant avait été le dernier cadeau de son frère, un symbole de l'évasion que la musique pouvait offrir. Mathieu a senti le poids de la tragédie de sa famille peser sur lui. Il a commencé à comprendre que son addiction à la bagarre suivait un schéma similaire au comportement autodestructeur de son frère. Tous les deux avaient cherché un moyen de faire face aux abus de leur père et tous les deux avaient trouvé des exutoires dangereux pour leur douleur. La réalisation ne l'a pas empêché de se battre, mais elle a changé la nature de sa violence. Il a commencé à rechercher spécifiquement les tyrans, justifiant ses actions comme une forme de justice vigilante. Avec Alexandre, il a lancé ce qu'ils ont appelé le projet égalisateur, ciblant systématiquement les élèves qui s'en prenaient aux faibles. Leur première cible importante a été Nathan Rivière, un élève d'un lycée voisin qui terrorisait impunément les plus jeunes. Le père de Nathan était un chirurgien éminent, et la richesse de sa famille l'avait toujours protégé des conséquences. Mathieu et Alexandre ont décidé de changer ça. Portant des masques pour dissimuler leur identité, ils ont confronté Nathan et sa bande dans un parking. Le combat a été filmé par Alexandre, qui prévoyait d'utiliser les images pour exposer les crimes de Nathan. Mathieu a dominé la rencontre, utilisant les techniques qu'il avait apprises lors de ses batailles précédentes pour démanteler systématiquement les défenses de Nathan. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à des gens qui ne peuvent pas se défendre, a dit Mathieu en se tenant au-dessus de Nathan vaincu. Considère ça comme une leçon sur les conséquences. La vidéo est devenue virale en quelques heures et la réputation de Nathan a été détruite du jour au lendemain. Le cabinet médical de son père a fait l'objet d'un examen minutieux et Nathan lui-même a été expulsé du lycée. Pour Mathieu et Alexandre, il avait l'impression que la justice avait été rendue. Mais leurs activités de justiciers ont attiré une attention indésirable. Robert Chen, un combattant professionnel avec des liens avec le crime organisé, a décidé que Mathieu et Alexandre devenaient trop dangereux pour être ignorés. Robert avait été engagé par certaines des familles dont les enfants avaient été ciblés par le projet égalisateur. La confrontation avec Robert ne ressemblait à rien de ce que Mathieu avait connu. Robert n'était pas un tyran scolaire ou un combattant amateur, c'était un tueur entraîné qui avait passé des années à perfectionner son art. Quand lui et Mathieu se sont finalement affrontés, il était clair que Mathieu était dépassé. « Tu te crois un héros ?» a dit Robert en démantelant systématiquement les défenses de Mathieu. « Mais t'es juste un autre punk qui s'est enivré de pouvoir. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble la vraie force. » La raclée qui a suivi a été suffisamment grave pour hospitaliser Mathieu. Alors qu'il était allongé sur son lit d'hôpital, le corps brisé et l'esprit écrasé, il a commencé à remettre en question tout ce qu'il était devenu. La violence qui avait autrefois ressemblé à la liberté lui semblait maintenant être une autre forme de prison. Alexandre lui rendait visite régulièrement, apportant des nouvelles du monde extérieur. « Tout le lycée parle de ce qui s'est passé », a dit Alexandre lors d'une visite. « Certains disent que tu es allé trop loin, que tu es devenu le même genre de tyran que tu combattais. » Mathieu a regardé le plafond, traitant les mots d'Alexandre. Il a pensé à son frère, au baladeur qui avait été détruit lors de sa première bagarre avec Kevin, à la façon dont la violence avait progressivement consumé sa vie.
Il a réalisé qu'il avait suivi le même chemin destructeur que son frère, en utilisant simplement des méthodes différentes. Quand il est finalement sorti de l'hôpital, Mathieu a pris une décision qui a surpris tout le monde. Au lieu de chercher à se venger de Robert, il a choisi de renoncer complètement à la bagarre. Il a été transféré dans un nouveau lycée, un établissement réputé pour accepter les élèves ayant un passé difficile. Le lycée Ouest était une institution expérimentale conçue pour aider les élèves qui avaient été laissés pour compte par le système éducatif traditionnel. Les professeurs là-bas comprenaient que certains élèves avaient besoin d'approches différentes pour apprendre et grandir. Pour la première fois depuis des années, Mathieu a eu l'impression qu'il pourrait avoir une chance à une vie normale. Mais la normalité s'avérait plus difficile qu'il ne l'avait prévu. L'addiction à la violence était toujours là, tapie sous la surface. Il se retrouvait à se disputer avec ses camarades de classe, à chercher des excuses pour se battre. La montée d'adrénaline qu'il avait ressentie lors de ses batailles au lycée Jean Jaurès l'avait laissé vide et sans but. Sa mère, qui avait finalement trouvé le courage de quitter son mari violent, essayait de construire une nouvelle vie pour eux deux. Elle avait trouvé un emploi dans une clinique locale et travaillait pour payer des séances de thérapie afin d'aider Mathieu à faire face à son traumatisme. Mais l'influence de leur père était toujours forte et il utilisait ses relations pour essayer de reprendre le contrôle de leur vie. « Tu ne peux pas fuir tes responsabilités éternellement », lui a dit son père lors d'une de leurs rencontres obligatoires par le tribunal. Je vais m'assurer que tu reçoives l'éducation dont tu as besoin, même si je dois te l'imposer. Mathieu a senti la rage familière monter en lui, mais cette fois, il l'a reconnue pour ce qu'elle était, une réaction apprise à un traumatisme qui avait été renforcé par des années de violence. Au lieu de se déchaîner, il a pris une profonde inspiration et a parlé calmement. « Je ne fuis rien », a-t-il dit. J'essaie de devenir une meilleure personne que tu ne l'as jamais été. La confrontation avec son père a marqué un tournant dans la guérison de Mathieu. Il a commencé à comprendre que son addiction à la bagarre était enracinée dans son désir de se sentir puissant dans un monde où il s'était toujours senti impuissant. La violence lui avait donné un sentiment temporaire de contrôle, mais elle avait finalement fait de lui une personne tout aussi destructrice que les tyrans qu'il avait combattus. En travaillant avec un thérapeute, Mathieu a commencé à explorer des moyens plus sains de canaliser son énergie et ses émotions. Il a commencé à écrire sur ses expériences, documentant son parcours de victime à bourreau et de retour à quelqu'un qui essaie de trouver la rédemption. Le processus a été douloureux, l'obligeant à affronter le mal qu'il avait causé aux autres et à lui-même. Alexandre est resté un ami fidèle tout au long de la guérison de Mathieu, mais leur relation avait changé. Alexandre avait également été affecté par leurs activités de justicier et il faisait face à sa propre culpabilité et à son propre traumatisme. Ils se sont soutenus mutuellement dans le processus difficile d'acceptation de la responsabilité de leurs actes. « On pensait qu'on était des héros », a dit Alexandre lors d'une de leurs conversations. « Mais on était juste des gamins en colère avec trop de pouvoir et pas assez de sagesse. » Mathieu a acquiescé, comprenant la vérité dans les mots d'Alexandre. Ils avaient tous les deux été séduits par la simplicité de la violence, la pensée en noir et blanc qui divisait le monde en gentils et en méchants. La réalité, il l'apprenait, était beaucoup plus complexe. Alors que Mathieu travaillait sur sa guérison, il a commencé à renouer avec les parties de lui-même qui avaient été enfouies sous des années de traumatisme et de violence. Il a redécouvert son amour de la musique, trouvant du réconfort dans les mêmes mélodies qui avaient autrefois offert une évasion à son frère. Il a commencé à comprendre que le cadeau de son frère était plus qu'un simple moyen d'éviter la colère de leur père. Il s'agissait de trouver la beauté et le sens dans un monde qui semblait souvent dépourvu des deux. Le baladeur cassé qui avait déclenché son voyage dans la violence est devenu un symbole de sa guérison. Il a passé des semaines à le réparer avec soin, apprenant l'électronique et l'ingénierie au cours du processus. Quand il a finalement réussi à le faire fonctionner à nouveau, la première chanson qu'il a jouée était une que son frère avait adorée,
une pièce sur la recherche de l'espoir dans les moments les plus sombres. L'histoire de Matthieu était loin d'être terminée. Il luttait toujours contre la colère et la tentation de résoudre les problèmes avec ses poings. Mais il avait appris que la vraie force ne venait pas de la capacité de blesser les autres, mais du courage de se guérir soi-même et d'aider les autres à faire de même. Le garçon qui avait autrefois régné sur son lycée par la peur devenait lentement un jeune homme qui comprenait que les plus grandes victoires ne se remportaient pas dans les combats, mais dans la lutte quotidienne pour devenir meilleur qu'on ne l'était hier. Les cicatrices sur ses jointures lui rappelleraient toujours où il avait été, mais elles ne définissaient plus où il allait. Matthieu avait appris que chacun porte ses propres batailles et que le véritable test de caractère ne réside pas dans la force avec laquelle on peut frapper, mais dans la capacité à aider les autres à trouver leur propre chemin vers la guérison. En fin de compte, il a découvert que le plus grand combat de tous était celui contre les ténèbres en lui-même, et que la victoire dans cette bataille n'était pas un simple moment de triomphe, mais un engagement à continuer à se battre pour le bien chaque jour.